Là, j'en fais pas souvent des vidéos comme ça, mais là, je te jure, c'est un banger. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, car tu vas apprendre beaucoup de choses. Et si t'as rien appris et que t'as pas aimé la vidéo, tu me mets en commentaire et direct j'arrête YouTube, c'est bon. Donc tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de quoi? D'hypertrophie musculaire. Comment tes muscles grossissent vraiment? On entend depuis des années que pour prendre du muscle, il faut détruire ses fibres musculaires à l'entraînement. Tu t'entraînes, tu crées des micro-déchirures, le corps les répare et tu construis du muscle plus gros et plus fort. C'est moi-même une explication que j'ai longtemps entendue et qui paraît parfaitement logique. Sauf qu'aujourd'hui, les données scientifiques nous montrent que c'est probablement pas comme ça que l'hypertrophie fonctionne. Et c'est important de le comprendre parce que ça change totalement notre façon de comprendre la tension mécanique, la congestion, les courbatures, la surcharge progressive et même le choix de nos exercices. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui fait réellement grossir nos muscles. D'abord, qu'est-ce que l'hypertrophie musculaire? L'hypertrophie musculaire, c'est tout simplement l'augmentation de la taille de nos fibres musculaires. À l'intérieur de nos fibres se trouvent les structures contractiles qui permettent notamment de produire de la force. Pour qu'une fibre musculaire grossisse, il faut qu'au fil du temps, elle accumule davantage de protéines qu'elle n'en perd. Donc bilan protéique positif, accumulation progressive de protéines et donc ça déclenche l'hypertrophie. Mais ça soulève une autre question. Pourquoi soulever de la fonte déclenche-t-il tout ça? Et c'est là qu'intervient probablement le facteur le plus important, le grand moteur, la tension mécanique. Quand on réalise un exercice de musculation, nos fibres musculaires produisent de la force face à une résistance. Elles produisent donc de la tension mécanique. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le muscle, c'est pas simplement un morceau de viande qu'il faut abîmer pour ensuite le reconstruire. C'est un tissu capable de détecter les contraintes auxquelles il est soumis. Et c'est ce qu'on appelle la mécanotransduction. En gros, une contrainte mécanique va être détectée par différentes structures de la fibre musculaire qui va engendrer une transformation du signal mécanique en signaux biochimiques qui va engendrer une activation de différentes voies cellulaires pour enfin engendrer une augmentation de la synthèse protéique et du remodelage musculaire et à répétition engendrer de l'hypertrophie. Et ça, c'est beaucoup plus proche de ce que nous dit actuellement la physiologie musculaire. Mais du coup, comment le muscle ressent la charge? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. À l'intérieur et autour de nos fibres musculaires existe tout un tas de structures capables de participer à cette détection mécanique. Par exemple, les costamères, les FAK, les filaments C, les BAJ3, la matrice extracellulaire et une énorme protéine appelée la titine. La titine traverse une grande partie du sarcomère et a des propriétés élastiques. Alors pour rappel, le sarcomère, c'est simplement l'unité contractile d'une fibre musculaire. Donc si on zoome avec un microscope et qu'on découpe le muscle, tu vas voir tout un tas de sarcomères tout le long et en largeur qui va donner cette fibre musculaire. Et pour en revenir à la titine, elle participe donc à la tension passive lorsque le muscle est allongé. Et certaines de ces structures peuvent réagir à la contrainte mécanique et participer à l'activation de différentes voies de signalisation. Et parmi elles, on retrouve notamment mTOR C1. Et si tu fais de la musculation depuis un moment, tu as peut-être déjà entendu parler de mTOR. C'est l'un des grands systèmes impliqués dans la croissance cellulaire et dans la synthèse protéique. Donc encore une fois, ce n'est pas simplement je casse mon muscle et le corps le reconstruit plus gros, c'est beaucoup plus complexe. Le muscle détecte la contrainte mécanique et adapte sa structure pour répondre aux contraintes auxquelles il est régulièrement exposé. Alors on en vient à la grande question, les micro-déchirures ne servent à rien? C'est ici qu'on arrive à l'une des idées les plus intéressantes. Parce qu'effectivement, un entraînement peut provoquer des dommages musculaires et ces dommages sont particulièrement importants lorsqu'on réalise un stimulus auquel on n'est pas habitué. Et tu as certainement déjà vécu ça. Tu reprends les jambes après 3 mois sans les avoir entraînées et 2 jours après impossible de descendre les escaliers. On pourrait donc facilement penser que j'ai énormément de courbatures, donc j'ai énormément détruit mes fibres musculaires, donc je vais énormément prendre du muscle. Pas forcément. Et une étude particulièrement intéressante de Damas et ses collaborateurs permet de mieux comprendre tout ça. L'expérience qui change notre façon de voir les dommages musculaires. Les chercheurs ont observé des personnes qui commençaient un programme de musculation. Au début du programme, après les premières séances, les dommages étaient importants. Et en même temps, la synthèse protéique augmentait énormément. À première vue, ça colle parfaitement avec notre ancienne théorie. Le muscle est endommagé, donc il y a une grosse synthèse protéique, ce qui génère de l'hypertrophie. Sauf qu'il y a un problème. Cette énorme augmentation de la synthèse protéique n'était pas associée à l'hypertrophie générée ensuite. Pourquoi? Parce qu'une partie importante de cette synthèse protéique semble être utilisée pour réparer et remodeler les structures musculaires endommagées. Puis les semaines passent, le corps s'adapte, les mêmes exercices provoquent beaucoup moins de dommages musculaires. C'est notamment ce qu'on appelle le repeated bout effect. Et là, quelque chose d'intéressant se produit. Les dommages diminuent fortement, mais le muscle continue de grossir. Et lorsque les dommages musculaires deviennent faibles, les augmentations de la synthèse protéique observées après l'entraînement deviennent davantage associées à l'hypertrophie obtenue sur la durée. Ça change complètement l'interprétation. La synthèse protéique après l'entraînement ne signifie pas automatiquement je fabrique du nouveau muscle. Une partie peut simplement servir à réparer, remplacer ou remodeler des structures qui ont été endommagées. Donc plus de dommages n'est pas forcément associé à plus de muscles. Et ça, c'est probablement l'information la plus importante de cette vidéo. Les dommages musculaires peuvent accompagner un entraînement hypertrophique, mais cela ne signifie pas qu'ils sont la cause de l'hypertrophie. Donc autrement dit, avoir des dommages musculaires, c'est pas forcément mauvais, mais chercher volontairement à maximiser les dommages musculaires, c'est pas forcément une bonne stratégie d'hypertrophie. Et potentiellement, des dommages excessifs peuvent même devenir problématiques
problématique. Parce que si je détruis tellement mes muscles que pendant 4 jours, je produis moins de force, mes performances chutent, je réduis mon volume d'entraînement et je dois augmenter énormément ma récupération, j'ai probablement rien gagné. J'ai simplement créé plus de fatigue pour un stimulus qui n'est pas nécessairement supérieur. Et là, tu vas me dire, et les courbatures alors? Les courbatures ne sont pas un indicateur fiable d'une qualité hypertrophique d'une séance. Par exemple, tu peux avoir des courbatures suite à un nouvel exercice sans que cet exercice soit particulièrement exceptionnel pour prendre du muscle. Et inversement, tu peux réaliser une excellente séance et avoir très peu de courbatures le lendemain. Donc se dire je n'ai pas de courbatures, ma séance a été mauvaise, c'est faux. Et je suis détruit pendant 4 jours, j'ai fait une séance incroyable. Pas nécessairement. Les courbatures nous renseignent surtout sur la réponse de notre organisme face à un stimulus, surtout lorsqu'il est inhabituel. Elles ne mesurent pas directement l'hypertrophie. Et donc là, tu vas me dire, et la congestion alors? Deuxième grande croyance. Plus je congestionne, plus je prends du muscle. Encore une fois, ce n'est pas aussi simple. C'est pas le sujet de la vidéo, mais masse et volume, c'est pas pareil. La congestion correspond notamment à une augmentation aiguë du volume musculaire suite en fait aux modifications des flux sanguins et des fluides dans le muscle, notamment la rétention d'eau intracellulaire parce que 1 gramme de glycogène retient 3 grammes d'eau environ. Mais ressentir une énorme congestion, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un énorme stimulus hypertrophique. Et l'accumulation de métabolites n'a pas le même niveau de preuve que la tension mécanique pour causer de l'hypertrophie. La congestion peut donc être une conséquence de ton entraînement, mais n'est pas forcément la raison pour laquelle ton muscle grossit. Et c'est là qu'il faut qu'on parle de régime de contraction. Maintenant qu'on a compris ça, revenons à quelque chose de très intéressant, la longueur musculaire. Depuis plusieurs années, de nombreuses études montrent que des exercices à forte tension d'étirement peuvent produire énormément d'hypertrophie. Donc autrement dit, produire une forte tension mécanique lorsque le muscle est étiré semble particulièrement intéressant pour l'hypertrophie. Pourquoi? On n'a pas encore toutes les réponses. Et je veux être clair là-dessus. La science n'a pas identifié encore tous les mécanismes responsables de cet avantage potentiel. Mais plusieurs hypothèses existent. Donc lorsque le muscle est étiré et sur du travail à des plus grandes longueurs musculaires, on a des contributions différentes de la tension active générée par les éléments contractiles, mais également de la tension passive produite par certaines structures élastiques du muscle, notamment la titine. Tu t'en rappelles, j'en avais parlé au début de la vidéo. Et cette combinaison pourrait modifier la manière dont les contraintes mécaniques sont perçues par la fibre. Mais attention à une erreur. Je faisais moi-même cette erreur à mes tout débuts dans mon raisonnement. Je pensais que plus d'étirement, ça générait plus de dommages musculaires et que donc il fallait davantage de réparation et donc que ça allait générer davantage d'hypertrophie. Et ça paraît cohérent. Mais au regard des données scientifiques actuelles, ce n'est probablement pas la bonne explication. Le modèle serait plutôt que sur des tensions mécaniques à des plus grandes longueurs musculaires, avec une production importante de force, ça engendre une forte contrainte mécanique sur les fibres, ce qui engendre la mécanotransduction pour activer la signalisation et la synthèse protéique, pour engendrer au fil des entraînements de l'hypertrophie musculaire. Et cette différence, elle est fondamentale. Et maintenant, la grande question, faut-il choisir des exercices à forte tension de contraction ou à forte tension d'étirement? Quel exercice on va choisir? Et pour illustrer tout ça, on va prendre l'exemple du biceps. Imaginons 2 exercices. Sur le premier, le biceps subit énormément de contraintes lorsqu'il est raccourci. On n'a qu'à prendre un curl classique où on monte et on s'arrête au milieu, lorsque le bras et l'avant-bras sont perpendiculaires. Donc là, gros pic de contraction et gros squeeze. Et sur le deuxième exercice, on va prendre l'exemple lorsque le bras se retrouve derrière le corps et le biceps doit produire beaucoup de force lorsqu'il est davantage allongé. Donc ce qui entraîne une grosse tension mécanique lorsque le muscle est étiré. Il serait totalement faux de dire que le muscle ne peut pas s'hypertrophier lorsqu'on travaille en position raccourcie comme dans le premier exercice. Mais les données scientifiques dont nous disposons actuellement nous poussent à davantage se focaliser sur les exercices à forte tension d'étirement comme le deuxième exercice dans mon illustration. Les données scientifiques qu'on a sur les amplitudes partielles sont intéressantes, mais ça ne veut pas dire que les amplitudes complètes sont inutiles. Pour la majorité des pratiquants, c'est essentiel et ça reste une excellente base. Une excellente base reste une amplitude adaptée et importante, donc en général une amplitude complète, avec une vraie tension lorsque le muscle est étiré, une progression dans le temps et suffisamment de proximité avec l'échec musculaire pour recruter et fatiguer les fibres musculaires concernées. Donc qu'est-ce que ça change concrètement pour ton entraînement? Si ton objectif est l'hypertrophie, arrête de juger la qualité de tes séances simplement avec les courbatures, la brûlure, la congestion, la qualité de la souffrance ou l'impression d'avoir détruit ton muscle. Commence plutôt à regarder, est-ce que le muscle ciblé produit réellement beaucoup de force? Est-ce que l'exercice choisi lui impose une tension mécanique importante? Est-ce que cette tension existe sur une amplitude intéressante, c'est-à-dire lorsque le muscle est étiré? Est-ce que ma technique reproduit cette contrainte? Est-ce que mes séries sont suffisamment stimulantes? Est-ce que je progresse sur plusieurs semaines et plusieurs mois? Parce que ton objectif n'est pas de détruire ton muscle. Ton objectif, c'est de lui donner une raison de s'adapter. En conclusion, si vous devez retenir qu'une seule chose sur cette vidéo, retenez ceci. L'hypertrophie n'est pas un simple processus de destruction puis de reconstruction. C'est avant tout une adaptation biologique à une contrainte mécanique répétée. Tu imposes une contrainte, le muscle le détecte, il déclenche des réponses moléculaires avec suffisamment de protéines et d'énergie disponibles. Il peut maintenir un bilan protéique favorable. Avec suffisamment de récupération, l'adaptation peut s'accumuler et en répétant ce processus des semaines, des mois, voire des années, tes fibres musculaires grossissent au fur et à mesure. Donc la prochaine fois que quelqu'un te dit
Il faut déchirer le muscle pour qu'il se reconstruise plus gros. Tu sais maintenant que la physiologie est plus intéressante que ça. Et surtout, ne cherche pas à détruire ton muscle. Donne-lui une raison de devenir plus fort et plus gros. Évidemment, je te mets le lien de toutes les études en bio. Tu pourras aller y jeter un œil si ça t'intrigue. Et si tu ne progresses pas et que tu souhaites que je jette un œil sur ta programmation et comprendre ce qui te bloque réellement, tu peux réserver un premier bilan de 45 minutes avec moi. C'est totalement gratuit. J'ai hâte de pouvoir t'aider. N'hésite pas à t'abonner. Ça me motive à passer plus de temps pour créer du contenu comme celui-ci. Ça te prend une seconde. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine. C'était Anthony, coach sportif et préparateur physique. Ciao.